Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais discuter avec Yoann Le Trouilly. Alors, on va discuter aujourd'hui d'hébergement, mais je vais laisser Yoann se présenter parce qu'il ne fait pas que de l'hébergement, il fait beaucoup d'autres choses. Donc, Yoann, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Oui, bonjour Olivier, merci de me recevoir sur ta vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yoann, je suis de Rouen, j'ai 36 ans. J'interviens en tant qu'auto-entrepreneur d'abord depuis 2011. On est passé au format agence en 2017. On travaille exclusivement sur PrestaShop. On fait un tout petit peu de WordPress, mais ça représente peut-être 2% des projets qu'on peut avoir à l'agence. Donc 98% de projets PrestaShop. Donc on est une agence certifiée sur Rouen, on est certifié PrestaShop depuis un an maintenant. On va intervenir sur tout ce qui tourne autour du PrestaShop, c'est-à-dire qu'on va faire aussi bien de la création de site, de la refonte ou de la refonte. On va faire du SEO, mais exclusivement sur PrestaShop, parce qu'on maîtrise vraiment la solution. Et de l'hébergement, c'est le troisième pilier qu'on développe, c'est-à-dire on a mis en place une offre d'hébergement spécialement conçue pour le système PrestaShop, mais on en reparlera peut-être un petit peu plus loin dans la vidéo. Ouais, ok. Et donc, justement, on va parler de cette offre d'hébergement, mais justement, j'ai quelques questions parce que quand on cherche un peu hébergement en PrestaShop sur Google et ce qu'on entend parler des clients, ça va être surtout des hébergements qui vont être chez OVH. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces offres d'hébergement qui sont proposées par OVH avec une liaison avec PrestaShop? Ils ont des offres spécifiques PrestaShop OVH. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors OVH, on connaît un petit peu puisqu'on est partenaire OVH. En fait, on a deux partenariats, un avec OVH et un avec PrestaShop. Donc on est pile poil dans le sujet. OVH, c'est un hébergeur dont le métier ne va pas être de se spécialiser sur une solution plutôt que sur une autre. Donc ils vont mettre à disposition plusieurs offres d'hébergement. On va avoir du mutualisé, du VPS, du dédié et du cloud. Le mutualisé, rapidement, on ne va pas faire un cours sur l'hébergement, mais le mutualisé, rapidement, il y a plusieurs sites, des milliers de sites qui vont être hébergés sur une même machine. Un VPS, c'est un hybride un petit peu entre du mutualisé et du dédié, c'est-à-dire qu'on a une machine qui va être partitionnée et chaque site va avoir un espace réservé sur cette machine. Et enfin, le dédié, il y a un site sur une machine. Bon, je vulgarise volontairement, mais c'est pour différencier les trois types d'hébergement. Et donc OVH, eux, ils vont être très forts sur très forts. On va avoir du mal à les concurrencer sur tout ce qui est hébergement d'entrée de gamme, c'est-à-dire du mutualisé, voire du VPS. Ils sont aussi très bons en dédié, mais ce que je veux mettre en avant, c'est que ils vont proposer des services bon marché, donc pas cher. Par contre, on va avoir des hébergements de faible qualité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils vont mutualiser leur parc de serveurs et sur une machine, vulgairement, sur une machine, ils vont mettre des dizaines de milliers de sites. Donc forcément, ça va être ultra rentable. Il faut bien avoir conscience que l'objectif d'un hébergeur, comme OVH ou comme d'autres, moi j'ai absolument rien contre OVH puisqu'on est partenaire. Donc au contraire, leur objectif, c'est de gagner de l'argent, comme toute entreprise. Il faut savoir que les offres mutualisées sont ultra rentables pour un hébergeur, puisque une machine, dans la réalité, ce n'est pas qu'une seule machine, mais on va simplifier les choses, une machine va permettre d'héberger des milliers de clients à hauteur de quelques euros par mois. Donc, par exemple, chez OVH, on a des offres aux alentours de 5 euros par mois. Donc, si tu multiplies 10 000 clients à 5 euros par mois pour une machine, je grossis le trait volontairement, c'est extrêmement rentable, sachant qu'une machine, ça ne va pas coûter 50 000 euros. Donc voilà pour la partie mutualisée. Par contre, il y a 10 000 sites internet qui vont consommer les ressources d'une même machine. Donc forcément, on va se retrouver dans le cas de systèmes comme PrestaShop ou de systèmes un petit peu plus gourmands comme du Magento ou d'autres systèmes qui sont relativement importants. On va avoir un besoin de ressources qui va être conséquent. Et quand on va héberger ce type de système sur un serveur qui est mutualisé, donc qui est partagé avec des milliers d'autres sites, on va avoir un phénomène de latence. On va se retrouver tout simplement avec un site qui rame, tout simplement.
Et alors c'est pas cher, mais on en a aussi pour son argent, c'est-à-dire qu'on n'a pas de grande performance au bout, donc c'est très bien pour tester un projet. Par contre, si on a vraiment l'ambition de mettre en place un projet qui est destiné à faire des ventes, si c'est un véritable outil de vente en ligne, là l'hébergement mutualisé ne sera pas du tout adapté, en tout cas en termes de performance. Ça ne sera pas cher, mais ce ne sera pas performant non plus. Ok, et justement, tu as des exemples de problématiques de performance qu'on va rencontrer sur un mutualisé? Alors, il y a plusieurs choses. Performance, tout simplement, au niveau de la vitesse du site, c'est la première chose. Deuxième chose, on va avoir un impact au niveau de la réputation de l'adresse IP, puisqu'un site Internet, derrière, il est accessible sur le web via une adresse IP. Donc, l'adresse IP, c'est un petit peu la plaque d'immatriculation qui permet d'accéder à votre site en langage informatique. Cette adresse IP, elle a une réputation sur le web, et cette réputation, elle est due à ce que font les autres sites qui utilisent cette même adresse IP. Je m'explique par là, il y a deux types de réputation que nous, on relève quand on expose le problème à un client qui est concerné. C'est les adresses IP qui hébergent des sites ayant un contenu pour adultes. Donc soit du porno, soit du site de rencontre ou autre, c'est pas forcément du porno. Eh bien l'adresse IP va être marquée, elle va être flaguée avec cette réputation. Et si vous n'êtes pas du tout dans un domaine pour adultes, eh bien vous pourriez voir, je parle au conditionnel, vous pourriez voir la réputation de votre domaine entachée par la réputation de l'adresse IP. Donc c'est pour ça que c'est important. Ça, c'est quelque chose qui est totalement transparent, que les personnes ne savent pas, tout simplement parce qu'on ne leur dit pas forcément. Mais avoir une adresse IP qui est labellisée ou flaguée en tant qu'hébergeur de contenu pour adultes, tout simplement parce que l'un des 10 000 sites qui sont à côté du vôtre, vous ne les maîtrisez pas. Donc il y a peut-être des sites porno qui sont hébergés sur la même adresse IP que votre site. Eh bien, votre site va bénéficier malheureusement de la réputation qui aura été ternie par des sites avec un contenu un peu moins grand public, on va dire. Okay. Donc ça, c'est la deuxième chose, la réputation de l'adresse IP. Et enfin, la géolocalisation de l'adresse IP. Alors, il y a toutes sortes de débats là-dessus, mais après, il suffit d'être logique. D'un point de vue performance SEO, donc tout ce qui est référencement, si votre marché est en France, il est préférable, je n'ai pas dit obligatoire, j'ai dit préférable, d'avoir une IP et une machine, donc le serveur, qui est localisé à proximité de votre marché. Donc si votre marché est en France, il va être important d'avoir une machine et une IP qui est géolocalisée en France. Tout simplement parce que la distance à parcourir entre votre client et la machine sera plus courte que si votre serveur était situé, je ne sais pas, en Chine, par exemple. Donc le temps d'accès à votre site sera plus rapide si votre client veut accéder à un serveur qui est en France que si le serveur est situé beaucoup plus loin géographiquement parlant. Donc ça, c'est la troisième chose. Donc 3 choses à se souvenir: le nombre de sites qui sont hébergés sur la machine, la géolocalisation de l'adresse IP et la réputation de l'adresse IP. Ok. Donc, et tous ces éléments-là, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas quand on choisit un hébergement mutualisé, parce que voilà, après c'est OVH qui gère, qui entre guillemets qui fait sa sauce derrière. C'est lui qui va décider quel site il met, etc. Sans forcément, et sans bien sûr, parce que ce serait ingérable pour lui, aller prévenir les autres sites de ce qu'il fait sur son hébergement. Tout à fait. Ok. Alors, il y a une petite parenthèse, il y a un outil que j'utilise et que j'invite, je ne sais pas si tu connais, c'est DNSlytics. C'est un petit plugin que tu mets sur Chrome, enfin moi je travaille sur Chrome, Google Chrome, le navigateur, et qui te permet justement d'avoir toutes ces informations. Donc pour quelqu'un qui aujourd'hui regarderait ta vidéo, qui a un site PrestaShop et qui se pose la question de savoir si son hébergement correspond aux critères de bonne conduite, on va dire, eh bien il suffit de télécharger le petit plugin, je te donnerai le lien, tu le mettras peut-être sous la vidéo. C'est un plugin qui est gratuit, une extension qui est gratuite pour Chrome, elle doit exister pour Firefox aussi, et ça te permet d'avoir déjà l'adresse IP de ton site, tu vas avoir la géolocalisation. Donc si ton adresse IP est géolocalisée en France, en Allemagne, en Belgique, en Chine ou ailleurs, aux États-Unis, je pense notamment aux utilisateurs de Cloudflare. Il faut savoir que tous les sites qui sont liés à Cloudflare ont une IP géolocalisée aux États-Unis. Donc ce qui n'est pas forcément le plus optimal. Ce n'est pas du tout pénalisable par Google. Par contre, ce n'est pas logiquement optimal.
Et ça permet aussi de voir la réputation, c'est-à-dire si votre adresse IP est marquée en tant qu'hébergeant du contenu pour adultes ou du contenu de hackers, des spyware, des botnets, enfin, ce genre de choses qu'il vaut mieux éviter d'avoir sur l'adresse IP d'un site e-commerce tant qu'on a une activité légitime. Ok, bah écoute, je mettrai le lien sous la vidéo pour ce plugin. Ce sera intéressant pour en effet tous ceux qui ont déjà un hébergement mutualisé ou ceux qui éventuellement veulent voir un petit peu les hébergements mutualisés qui sont proposés. Du coup, OVH et Yonos aussi, qui sont les deux hébergeurs les plus réputés quand on fait un peu une recherche autour de PrestaShop et hébergement. Ils proposent tous les deux une solution qui est de prendre ton hébergement et tout de suite tu as une boutique PrestaShop dessus, donc qui est préinstallée. Qu'est-ce que tu penses de cette solution? Est-ce que pour toi c'est une bonne solution? Est-ce que c'est une mauvaise solution? Qu'est-ce que tu en penses? C'est ni une bonne ni une mauvaise solution, c'est un raccourci tout simplement qui permet de gagner du temps, puisque le principe c'est que derrière sur l'hébergement qui va vous être fourni, ou sur le manager, que ce soit chez Yonos ou chez OVH, vous allez pouvoir cliquer sur un bouton qui va déclencher en fait de façon automatique l'installation de PrestaShop sur votre hébergement. Il y a la même chose pour WordPress et d'autres CMS, mais on va se concentrer sur PrestaShop. Donc en cliquant sur le bouton, ça va procéder pour vous à l'installation sur l'hébergement de PrestaShop. Donc en gros, ça va vous faire gagner quelques minutes, un quart d'heure à tout casser, puisque le système va automatiser le fait d'aller récupérer l'archive de PrestaShop sur prestashop.com, de la mettre sur votre hébergement et de lancer le fichier d'installation. Donc c'est juste ça. Donc vous aurez un site, enfin plutôt un système qui est installé en un clic. Vous allez gagner un quart d'heure. Par contre, pour moi, selon moi, c'est pas du tout un critère de choix pour choisir un hébergeur plutôt qu'un autre, puisque le fait de télécharger PrestaShop et de l'installer, ça se fait très simplement. Il n'y a pas besoin d'avoir de grandes connaissances pour installer PrestaShop, en tout cas de base, tel que le fait ce genre de fonctionnalité. Et puis voilà quoi. Ok, donc si on résume, c'est tout simplement, il copie les fichiers sur le serveur, il installe la base de données et ça s'arrête là. Voilà, c'est ça. Donc moi, je n'utilise pas ce genre de système, tout simplement parce que j'aime bien savoir ce que j'installe. Alors en théorie, ce genre de système, vous n'avez pas forcément. Je l'utilise pas, donc je ne sais pas exactement comment c'est présenté chez OVH ou Yonos, anciennement One and One, mais grosso modo, vous ne pouvez pas choisir, par exemple, la version qui va être installée, et le système va installer pour vous d'office la dernière version stable en ligne. Mais il n'y a aucun moyen de le savoir, si ce n'est d'aller vérifier sur le back-office une fois que ce sera installé. Donc voilà, moi j'aime bien savoir ce que je fais et maîtriser la chaîne de A à Z. Donc en général, quand on installe un site, enfin c'est pas en général, c'est tout le temps quand on installe un site, on va récupérer l'archive selon la version qu'on souhaite installer directement sur prestashop.com. Donc on est sûr de ce qu'on récupère et on l'installe nous-mêmes en 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Ok. J'ai rebondi sur quelque chose que tu as dit au début, c'est que en fait OVH va accepter sur ses hébergements toutes sortes de CMS, etc. Sur un hébergement mutualisé, on va avoir des milliers de sites et on va avoir du PrestaShop, du WordPress et même du site fait main sans CMS particulier, etc. Du coup, ça signifie qu'en fait, derrière les hébergements d'OVH, il n'y a pas de... Peu importe ce qu'on installe, il n'y a pas d'optimisation particulière sur le site qu'on va installer en fait. L'hébergement n'est pas fait pour du PrestaShop spécialement. C'est ça, c'est du grand public. Il faut savoir que un hébergement standard, classique, peut permettre à n'importe quel système, à partir du moment où on utilise les langages qui sont standards comme PHP, HTML, CSS, va permettre à n'importe quoi de fonctionner. Maintenant, chaque CMS, donc système de gestion de contenu, que ce soit PrestaShop, Joomla, Magento, WordPress, OS Commerce ou d'autres, va avoir des spécificités au niveau de la manière dont le CMS a été développé. Et en fonction de ces spécificités, il y a des réglages qui vont être nécessaires et qu'il va falloir appliquer si on veut vraiment tirer un maximum de performance du système spécifique qu'on utilise. Ça, un hébergement mutualisé ne vous permet pas en fait de personnaliser les modules sur le serveur, tout simplement parce que c'est du grand public. C'est fait pour répondre à une demande la plus large possible, et donc on ne va pas pouvoir venir régler ou paramétrer le serveur pile poil pour PrestaShop ou pour WordPress ou pour Joomla.
C'est ce qui me permet de rebondir sur autre chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est spécialisé en hébergement PrestaShop. Quelqu'un qui vient nous voir pour héberger sur notre système un site Magento, on va pouvoir l'installer, le site va fonctionner. Par contre, les performances du Magento seront inférieures à un hébergeur qui a configuré son système, son infrastructure spécifiquement pour Magento. Ok. Quand tu disais là, dans ta réponse, les réglages qu'on va faire, c'est bien des réglages qu'on fait sur le serveur parce qu'on sait qu'on va installer que des sites PrestaShop. Parce que voilà, on sait que PrestaShop va utiliser plutôt ces ressources-là plutôt que d'autres, et du coup, on va configurer le serveur en conséquence pour qu'il ait la capacité de fournir les ressources dont PrestaShop a besoin, qui ne sont pas les mêmes que ce que WordPress ou autres auraient besoin comme ressources, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, tous les systèmes vont utiliser à 85-90% les mêmes choses, ont les mêmes besoins. Par contre, nous, on va aller tabler sur les 10% supplémentaires qui permettent vraiment de tirer profit des possibilités de PrestaShop. Ok. En résumé, OVH et les grosses entreprises qui proposent de l'hébergement comme ça sont capables de proposer des hébergements qui, a priori, ça reste intéressant quand on veut vraiment pas mettre un gros budget et qu'on n'a pas encore une grosse ambition pour l'instant avec notre site. Donc on va pouvoir aller peut-être chez eux pour avoir des hébergements pas chers mais qui ne seront pas optimisés avec notre service. Les offres que OVH appelle hébergement PrestaShop sont finalement des offres où on va simplement installer un PrestaShop d'office dessus mais pas spécialement optimisé pour du PrestaShop. C'est ça. Ok, et du coup, donc toi tu proposes des hébergements. C'est quoi les points forts justement de ce que tu proposes? Pourquoi un e-commerçant qui utilise PrestaShop du coup devrait plutôt aller chez toi? Alors, il y a plusieurs choses qu'on propose. Nous, c'est pas simplement un espace de stockage, c'est pas simplement un espace d'hébergement, tout simplement parce qu'on ne veut pas et on ne pourrait pas, même si on le voulait, rentrer en concurrence avec OVH, Ionos, Amen et tous les gros hébergeurs LWS et tous les gros hébergeurs qu'on connaît. Nous, c'est pas notre métier. Notre métier, nous, on va prendre un serveur dédié chez OVH, en l'occurrence, qu'on va configurer, comme on l'a vu, pour PrestaShop. Et autour de ça, on va greffer tout un ensemble de services qu'on va proposer à nos clients. Ce qu'on propose, c'est une offre tout inclus. En gros, on s'occupe de toute la partie technique, hébergement du e-commerce, et le marchand, lui, va pouvoir se concentrer totalement sur son activité de vente en ligne sans se prendre la tête avec le fait de savoir si son certificat SSL fonctionne, pourquoi il n'est pas actif, pourquoi est-ce que son adresse IP est correctement géolocalisée, est-ce que les backups sont correctement effectués, est-ce que le disque dur est performant, etc., etc. Ça, c'est notre partie. Donc ça, c'est la première chose. Donc le e-commerçant, il peut se concentrer exclusivement sur son activité de vente en ligne et se décharger totalement de la partie technique, en ce qui concerne l'hébergement, attention, de la partie technique de son hébergement. Ensuite, on va utiliser exclusivement des disques haute performance. Donc il y a deux types de disques durs, enfin il y a plusieurs types, mais principalement il y a deux types de disques durs, les SATA et les SSD. SATA, c'est ce qu'on appelle des disques plateaux, contrairement à SSD qui vont avoir beaucoup plus de performance sans rentrer dans les détails techniques. Mais qui permettent de stocker beaucoup moins d'informations aussi. C'est-à-dire qu'un disque SATA, là où un disque SATA de 2 Tera va être vendu à un certain prix, le même espace de stockage en SSD sera, je n'ai pas les ratios en tête, mais peut-être 5 à 10 fois plus coûteux. Donc nous, on travaille exclusivement sur du disque haute performance. On va mettre à disposition de la RAM autant que nécessaire. Par rapport au site qu'on héberge, on va pouvoir proposer une localisation de l'adresse IP en fonction du souhait du client. En général, la majorité de nos clients sont en France, donc on propose des IP françaises, mais quelqu'un qui a une activité spécifique, je sais pas, au Canada, on peut lui proposer une IP géolocalisée au Canada. Donc ça, c'est une particularité aussi. On propose 3 backups quotidiens sur les sites qu'on héberge, c'est-à-dire que le site va être sauvegardé continuellement sur la même machine, sur un deuxième disque dur. Et en parallèle de ça, 2 fois par jour, on va réaliser 2 autres sauvegardes, une à midi et une à minuit, sur 2 autres serveurs dédiés qui sont externes à la machine principale. Donc ça, ça a pour objectif de sécuriser en fait les données du client, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de e-commerçants, soit qui n'avaient pas de système de sauvegarde, autre que sur leur PC local,
ce qui ne sert pas à grand-chose, que vous ne pouvez pas sauvegarder tous les jours votre site en intégralité. Donc c'est la première chose déjà qui est un peu dramatique quand on fait du e-commerce, c'est de ne pas avoir de backup de son outil de vente. Et la deuxième chose, c'est que la plupart des e-commerçants qui mettent en place un backup réalisent ces backups sur la même machine qui sert à diffuser le site en ligne. Et ça, c'est un gros problème puisque la principale utilité d'un backup, c'est de pouvoir restaurer votre site si jamais il y a un problème sur votre disque dur ou sur la machine, mais principalement sur le disque dur. Sauf que si vos backups sont sur le disque dur qui lâche, eh bien vous perdez et votre site en production et vos backups. Donc ça ne sert à rien d'avoir des backups sur la même machine de production. Donc on a 3 backups, un instantané en RAID et 2 backups quotidiens qui sont externalisés sur 2 autres serveurs. Donc là, en termes de sécurisation des données, on est plutôt pas mal. Et les données sont conservées sur 15 jours glissants. Ensuite, on s'occupe de toute la gestion technique et administrative du nom de domaine, la liaison avec les DNS, à savoir qu'on possède aussi nos propres serveurs DNS. Si le client souhaite utiliser les serveurs DNS de son hébergeur actuel, OVH ou autre, c'est possible, mais nous, on peut lui proposer vraiment de prendre en charge les DNS. On peut gérer l'hébergement de ses boîtes mail s'il le souhaite. On propose un nombre de sous-domaines illimité sur son domaine principal. On a une politique de sécurité défensive qui est plutôt efficace, à savoir qu'on va réaliser plusieurs fois par mois les mises à jour du serveur, on va monitorer ce qui se passe sur le serveur. S'il y a un pic de trafic, eh bien, on va faire en sorte que tous les clients ne soient pas impactés par ce pic de trafic. Donc on a vraiment un travail d'infogérance derrière le service qu'on propose. On a développé un module PrestaShop qui est exclusivement destiné à nos clients hébergés, qui permet depuis le back-office de PrestaShop de suivre la consommation d'espace disque qu'on a alloué au site du client. Et si sa consommation atteint un certain niveau en pourcentage, eh bien le client peut choisir de recevoir un email tout simplement pour être averti que, attention, il atteint la limite de son contrat et donc soit il fait un petit peu de ménage sur son hébergement, soit on peut augmenter son espace de stockage sans problème, mais en tout cas il est averti avant qu'il y ait un problème. On s'occupe du transfert, c'est-à-dire quelqu'un qui souhaite basculer son site sur notre infrastructure, on s'occupe de tout à partir du moment où il nous communique les informations dont on a besoin, à savoir son accès FTP, un accès back-office et toutes les spécificités. À partir de ce moment-là, on s'occupe de tout et le site sera intégralement transféré sur notre infrastructure avec sa base de données. On va s'occuper de gérer les liaisons DNS avec son nom de domaine, etc., etc. On a une ligne en 06, donc un numéro de portable d'astreinte accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, exclusivement destiné aux urgences. Ce qu'on entend par urgence, c'est un site qui est inaccessible pour une raison X ou Y. On a une ligne d'astreinte qui nous permet de répondre dès qu'il y a quelqu'un de disponible. Derrière, on est des humains, donc on dort aussi. Et dès qu'on va avoir un message d'un client qui nous indique que son site est indisponible pour une raison X ou Y, on va intervenir en général en moins d'1 heure pour restaurer le site défaillant et ensuite on va voir un petit peu ce qui est à l'origine de la défaillance. Et enfin, on n'a aucun engagement sur les durées de contrat, c'est-à-dire qu'on peut facturer soit de façon mensuelle, là ça se passe par prélèvement automatique comme chez n'importe quel hébergeur, et paiement annuel, où là c'est au choix du client, moyen de paiement de son choix. Donc on ne tient pas à engager nos clients tout simplement parce qu'un client qui n'est pas satisfait du service d'hébergement qu'on lui propose, eh bien nous on préfère qu'il parte tout simplement parce que c'est pas on souhaite pas en fait réaliser notre activité pas en piégeant parce que c'est pas vraiment un piège, mais en engageant nos clients. Si le client reste, c'est parce qu'il souhaite rester. S'il veut partir, il peut partir. Voilà, tout simplement. Okay. Donc voilà, en gros, on n'est pas. Attention, je fais une parenthèse que j'ai utilisé le mot hébergeur. Nous ne sommes pas hébergeurs. Nous sommes prestataires de services et on met à disposition de nos clients notre expertise d'infogérance et d'hébergement de la solution PrestaShop sur notre infrastructure. Et ça me permet de m'étaler un petit peu sur autre chose, c'est-à-dire qu'on ne réalise pas, volontairement, on ne réalise pas de prestations d'infogérance sur des serveurs externes à notre infrastructure, tout simplement pour
réserver ce qu'on sait le mieux le faire en termes d'hébergement PrestaShop à nos clients. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je pense que notre offre est intéressante pour un utilisateur PrestaShop. Ok, donc si je résume par rapport à tout ce que tu as dit, les points importants que je pense qu'il faut essayer de mémoriser, c'est que, bon, déjà, comme tu l'as précisé là à la fin, tu n'es pas hébergeur, mais tu t'appuies sur OVH qui a une expérience dans l'hébergement et surtout dans les machines, parce que c'est toi ce qui t'intéresse, c'est leur machine. C'est ça. D'utiliser leur machine et la puissance de leur machine et la solidité de leur machine, si on peut parler de solidité, mais la confiance qu'on peut accorder en leur machine, parce qu'OVH reste quand même un très bon prestataire et tu l'as dit depuis le début. Et là, en fait, tu t'appuies là-dessus pour après justement optimiser leur machine pour des sites qui vont utiliser PrestaShop essentiellement. Et pour ça, tu utilises ton expertise en tant que aussi agence qui crée des sites PrestaShop, etc. Donc tu maîtrises parfaitement l'outil. Et donc il y a déjà cette première partie qui va être optimisation du serveur pour que le site ait un maximum de performance, qu'une boutique PrestaShop ait un maximum de performance. À côté de ça, il y a toute la partie sauvegarde qui est super importante. En effet, moi, j'avais fait une vidéo sur la sécurité où j'avais expliqué que on peut toujours essayer de se protéger dans tous les sens. La meilleure sécurité restera toujours d'avoir différentes sauvegardes. Et comme tu l'as expliqué, sur des ordinateurs différents pour pas que s'il y a un virus, il puisse aller s'attaquer à la sauvegarde elle-même. Et du coup, on aurait le virus à la fois dans notre site et dans la sauvegarde. Là comme tu le fais et comme tu l'expliques, tu fais sur deux serveurs différents. Donc du coup, le résultat, il est que le virus ne pourra pas aller attaquer tous les serveurs en même temps. Après, il y a aussi toute la possibilité de services que tu rajoutes autour pour que le commerçant, en fait, une fois qu'il arrive chez toi, qu'il dit ok, je veux travailler avec toi, je voudrais que tu gères mon hébergement, il n'est plus rien à faire et il se concentre essentiellement sur ce qu'il a à faire en tant qu'e-commerçant, c'est-à-dire ses fiches produits, travailler sur son site, etc. Mais l'hébergement, en gros, il s'en occupe plus, ça tourne tout seul. Globalement, c'est ce que moi j'ai relevé qui me semble le plus important et le plus intéressant pour un e-commerçant, parce que je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'un e-commerçant, le serveur, etc., c'est pas son problème. Il faut que sa boutique elle fonctionne, elle soit efficace et rapide pour ses clients et pour lui, et lui il se concentre sur tout ce qui est la vente, la présentation de ses produits, etc. Mais c'est pas là qu'il a de la valeur à ajouter en tant qu'e-commerçant de travailler sur son hébergement, etc. Ok, et du coup, est-ce que tu as mesuré des exemples de différences de performance de vitesse sur des sites que tu aurais pris sur un hébergement mutualisé, que tu aurais mis sur ton serveur? Est-ce que tu as peut-être pas des valeurs, mais des mini-études de cas ou quelque chose comme ça pour nous dire ce serait quoi la différence? À quoi on peut s'attendre quand on part d'un mutualisé pour arriver sur un de tes serveurs? Alors, en termes de performance, oui, il y a un gain qui est physiquement logique, en fait. Tout simplement parce quand on récupère un site qui est hébergé sur une machine qui va héberger en même temps 10 000 sites, par exemple, pour reprendre l'exemple du début, mathématiquement, quand on va basculer ce site sur une machine qui héberge, sans parler d'hébergement dédié, mais qui héberge 10 ou 20 sites, forcément, mathématiquement, on va gagner en performance. Ce genre de montage, les gros hébergeurs comme OVH ne peuvent pas se permettre de le faire parce qu'ils ont des dizaines, des centaines de milliers de clients et ils ne pourraient pas mettre que 10 sites ou 20 sites sur une machine. Ça ne serait pas gérable pour eux. Je ferme la parenthèse. Donc, bien sûr qu'il y a un impact direct à partir du moment où on récupère un site d'un hébergement mutualisé sur notre infrastructure de serveurs dédiés. Après, comment on le mesure ? Nous, on a l'habitude de travailler, il y a plein d'outils qui permettent de mesurer la vitesse d'un site sur Internet. Je pense notamment aux plus utilisés comme GTmetrix, Google PageSpeed. Il y en a un autre, mais j'ai oublié le nom. Je ne sais pas si tu l'as, Olivier. Il y en a plein. Darboost. Bref, Darboost, voilà, c'est lui que je cherchais. Okay. Nous, on travaille exclusivement avec Google PageSpeed. Pourquoi ? Parce qu'on réalise aussi des prestations SEO sur PrestaShop, toujours, vous l'aurez bien compris. Et donc, on se fie aux outils de mesure qui sont mis à disposition par le moteur de recherche qu'on essaye de travailler, donc à savoir Google. Voilà pourquoi on utilise Google PageSpeed et pas GTmetrix ou Darboost, qui sont aussi de très bons outils, mais qui ont leurs propres algorithmes. Nous, on choisit de travailler sur la base de calcul de Google, ce qui nous semble logique, mais chacun fait comme il l'entend.
On utilise ça et un outil qui est gratuit aussi, qui est un peu plus technique, qui s'appelle webpagetest.org en ligne, qui est gratuit, qui permet d'avoir un peu plus de détails sur le temps de chargement des différents éléments d'un site. Donc nous, ce qu'on fait quand on récupère un site, à titre d'information, on fait on fait un test sur Google PageSpeed avant et on en fait un après. Déjà, ça permet de mesurer directement et de façon objective, puisqu'on n'a aucune influence sur les outils de mesure de Google ni de WebPageTest. Ce ne sont pas des outils qui nous appartiennent. Donc, c'est vraiment totalement transparent pour le client. Et déjà, on peut voir l'impact, qui est plus ou moins significatif. Pourquoi plus ou moins significatif? Parce que la vitesse d'un site dépend en grande partie de l'hébergement, mais pas que. Un site PrestaShop ou autre qui est mal développé de base ou qui a été modifié ou qui charge des images trop lourdes sera toujours plus lent que le même site qui charge des images légères. Ça paraît logique, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que juste l'hébergement est responsable de la vitesse d'un site. Alors oui, l'hébergement, c'est un petit peu comme, si vous voulez, comme le moteur d'une voiture. Vous pouvez avoir une Ferrari avec un moteur de Ferrari, mais si dedans, vous mettez du mauvais carburant, vous ne pourrez pas tirer toutes les possibilités, tirer profit de toutes les possibilités du moteur de cette voiture. Eh bien, un site PrestaShop, c'est exactement pareil. À l'inverse, vous pouvez avoir un superbe hébergement avec un site PrestaShop sur lequel sont installés des dizaines et des dizaines de modules ultra lourds. Vous serez toujours mieux sur notre infrastructure que sur un hébergement mutualisé. Par contre, vous serez loin de ce que vous pouvez faire si vous supprimiez peut-être des modules inutiles ou qui ne vous servent plus mais qui sont toujours chargés et actifs sur le back-office. C'est des choses qu'on peut voir. Donc ça, voilà, c'est des petites choses qu'on peut mesurer. Là, c'est du concret. Il suffit de mesurer avant, après avec des outils qui sont accessibles à tout le monde comme WebPageTest ou Google PageSpeed. Et là, on a tout de suite un indicateur sur le gain. Il y a longtemps que je veux faire un comparatif justement en faisant mes propres tests sur un site témoin hébergé sur tel hébergement mutualisé de tel hébergeur, faire un comparatif avec plusieurs offres d'hébergement et sur notre infrastructure. Et j'ai jamais pris le temps de le faire, tout simplement parce que j'ai plein de choses à faire, on a plein de choses à faire. On ne fait pas que de l'hébergement PrestaShop, même si c'est une grosse part de l'activité. Mais c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on fasse parce qu'il y a un gain. Enfin, on n'a jamais eu aujourd'hui un site qu'on a récupéré d'un hébergement mutualisé qui n'a pas amélioré ou même pire, qui a perdu des performances en venant sur notre infrastructure. C'est mathématiquement impossible. Ok, donc pour résumer, sur la vitesse d'un site, il y a deux choses. Il y a à la fois le serveur, mais il y a aussi comment le site est construit en lui-même. Est-ce qu'il utilise des pages lourdes? Est-ce qu'il est mal configuré avec des modules qui vont ralentir le site? La première chose à faire si on imagine qu'on est sur un hébergement qui est lent et avec un site qui est mal configuré, on va avoir quelque chose d'extrêmement lent. La première chose à faire, ce sera peut-être de l'amener sur un hébergeur comme le tien et après on verra déjà un gain, même si le site en lui-même n'aura pas encore atteint la vitesse entre guillemets maximale qu'il pourra atteindre. Mais déjà on verra un gain. Et ensuite, en améliorant la configuration du PrestaShop en lui-même, donc les modules qui sont installés, les images, etc., là on pourra atteindre la meilleure vitesse qu'on peut obtenir avec son PrestaShop et donc des performances maximales. C'est vraiment séparé en deux, à la fois l'hébergement, à la fois le contenu du site en lui-même. C'est ça, c'est ça. Et je fais une parenthèse aussi pour les personnes qui utilisent ou qui vont utiliser Google PageSpeed pour tester leur site. On ne peut pas avoir la note de 100% sur Google PageSpeed PrestaShop. Ce n'est pas possible. Donc toutes les personnes qui cherchent un prestataire pour obtenir la note de 100%, sachez que ce n'est pas possible. Ça dépend de plein de critères et dont certains ne sont pas modifiables sur PrestaShop, tout simplement parce que ça nécessiterait de repenser l'ensemble du moteur PrestaShop, ce qui n'est évidemment pas le but. Ouais, et d'ailleurs, en fait, ces outils-là sont très utiles, mais peuvent aussi nous induire en erreur. J'invite les gens à tester des gros sites qui ont une bonne réputation, etc. Vous allez prendre Amazon, vous allez prendre des gros sites qui, eux, font très attention à leur performance. Il y avait une étude qui avait été montrée qu'Amazon perdait je ne sais plus combien de millions d'euros par jour dès qu'ils perdaient une seconde de chargement sur leur page. Donc il faut extrêmement attention à tout ça. Si vous allez les passer dans des outils comme Google PageSpeed, GTmetrix, etc., vous allez voir qu'ils n'atteignent pas la note de 100%. Donc 100%, ce n'est pas un objectif en fait sur ce genre d'outils. C'est un moyen de vérifier, de checker là où ça ne va pas.
mais il y a toujours besoin d'une intervention humaine pour interpréter ces chiffres et après constater réellement la vitesse de chargement du site. Il ne faut pas juste se fier aux valeurs et aux chiffres donnés par ces outils. C'est ça, il faut comparer et voir où on se situe, mais qu'on ait 82% ou 83%, c'est strictement pareil, hein, c'est aussi bien l'un que l'autre. Hein. Ok, bah écoute, merci Yoann. Est-ce que tu penses que tu as besoin de rajouter quelque chose pour les gens qui souhaitent changer d'hébergement, voilà, qui ont des problèmes de performance sur leur site? Est-ce que tu penses qu'on a tout traité ou est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter? Bah écoute, je pense on a fait pas mal le tour. Après, moi, je vous invite vraiment, avant de chercher à changer d'hébergement, à me contacter ou à contacter quelqu'un d'autre, à faire un état de ce que vous avez actuellement, notamment en installant DNSLytics sur Google Chrome. Vous l'installez, vous regardez un petit peu votre adresse IP. Oui, parenthèse, j'ai pris en grippe, si je puis dire, l'hébergeur Ionos, enfin One and One Ionos, tout simplement parce qu'il faut savoir que 100% des hébergements mutualisés chez Ionos sont géolocalisés, en tout cas au niveau de l'adresse IP, sont géolocalisés en Allemagne. Donc déjà, de base, si vous avez un marché en France, je déconseille Ionos. Et pourtant, et là je vais peut-être pas me faire des amis dans la team PrestaShop, mais non, je vais m'arrêter là parce que ça pourrait me. Je tiens à conserver mon statut chez PrestaShop. Mais voilà, moi personnellement, ça n'engage que moi. Je déconseille Ionos pour cette raison-là. Après, voilà, au niveau des machines, que vous alliez chez Ionos ou ailleurs, ou chez OVH ou chez d'autres, la machine reste une machine avec un processeur et peu importe le vendeur. Par contre, le gros problème de Ionos, selon moi, c'est la géolocalisation de l'adresse IP. Donc voilà, donc testez déjà votre existant en installant DNSLytics, vous regardez la géolocalisation de l'adresse IP, le nombre de sites qui sont hébergés sur votre adresse IP, parce que ça, vous pouvez le voir, et vous allez voir que vous n'êtes pas tout seul, et vous allez trouver des explications peut-être à des moments où votre site vous semble ramer. Si vous êtes 10 000, j'ai déjà vu des hébergements avec des adresses IP avec plus de 500 000 sites. Donc là, je n'ai plus le nom de l'hébergeur en tête, mais 500 000 sites sur une adresse IP. Au bout d'un moment, c'est sûr qu'il y a un goulot d'étranglement qui se forme et il y a des sites qui avancent moins vite que d'autres. Ça paraît logique. Donc regardez, j'ai l'habitude de dire que voilà, si vous êtes plus de 500 sites sur la même adresse IP, vous pouvez déjà commencer à vous poser des questions sur la qualité de l'hébergement que vous avez derrière. Encore 500, c'est pas beaucoup. En général, on est sur plusieurs milliers de sites sur les hébergements mutualisés. Mais au-delà de 500, on peut considérer que ça commence véritablement à impacter vos performances. Donc voilà, et puis mesurez par vous-même, et après si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Olivier, puisqu'il connaît aussi très bien le sujet, et à moi si vous voulez. Je pense que ce sera plus précis avec toi, parce que tu connais beaucoup mieux le sujet que moi, c'est sûr. Écoute, merci Yoann, et puis écoute, je mettrai le lien sous la vidéo pour que les personnes qui sont intéressées par ton hébergement puissent voir ce que tu proposes et puis discuter avec toi de tout ça. Merci. Super, merci Olivier. Ciao.